On s'est pris de plein fouet les émeutes de 2005, qui avaient été particulièrement violentes. Et je me souviens, des médias du monde entier s'étaient postés dans nos banlieues et venaient à Paris pour comprendre ce qui se passait. J'ai proposé au ministère et à mon ministre qu'on fasse le premier programme court sur les discriminations en France. Et je me souviens qu'à l'époque, alors qu'on sortait de ces émeutes de banlieue, eh bien, on me disait « Ah non, mais la diversité, on en a ras-le-bol, ça suffit ». J'ai dit à cette époque au ministère, eh bien, lorsque je sortirai de cette fonction et de ce ministère, je mènerai ce projet dont vous n'avez pas voulu. Et c'est ce que j'ai fait. Et nous avons lancé le premier programme court télé de lutte contre les discriminations qui s'appelait « Ensemble pour la diversité », qui passait juste en sortie de journal télévisé sur TF1. Elle est chevalière de l'Ordre national du mérite. Elle a passé sa vie à lutter contre les discriminations et pour le développement durable. Elle est entrepreneuse, mais elle a aussi travaillé avec des ministres. Elle s'appelle Nora Barsali et elle est avec nous aujourd'hui. Bienvenue sur Aspirel. Bonjour, je m'appelle Nora Barsali. Je suis dirigeante d'un cabinet de conseil en communication et RSE, News RSE. Et je suis très heureuse de participer à Inspirel. Alors, Nora, tu es diplômée d'une maîtrise de langue anglaise. Tu as fait de la communication en études et tu es allée étudier aussi les médias, la production audiovisuelle aux États-Unis, à San Francisco. Mais ton premier travail, c'est tu finis aux affaires internationales au Conseil régional d'Île-de-France, qui n'a donc rien à voir avec tes études. Donc la différence entre le parcours, je pense que pour le moment on est sur un bon grand écart. Ouais. Comment tu te retrouves à faire ça? Après mon deuxième diplôme, donc, et mon diplôme américain, parce qu'au début, donc, tu sors de ton bac. Oui, et puis je rêvais de faire Sciences Po et on m'a tout de suite dissuadée en me disant tu ne seras jamais intégré à Sciences Po parce que à cette époque-là, on n'ouvrait pas Sciences Po à la diversité. D'accord. Et j'ai grandi à Drancy. Cela m'a conduit en fait à ne pas postuler pour Sciences Po parce que un enseignant de Sciences Po m'a clairement expliqué le fonctionnement de Sciences Po à l'époque. Ce qui m'a révoltée, mais du coup j'ai dû faire d'autres choix. Et puis j'avais une autre réalité, c'est qu'il fallait que je travaille pour payer mes études. Okay. Et même si c'est difficile, cela m'a beaucoup appris et cela m'a aidée. Et donc je me suis lancée dans des études de littérature et d'anglais. À ce moment-là, en France ? Tout à fait, j'étais en France et j'ai commencé mes études en Bourgogne, à Dijon. Et puis rapidement, en fait, j'ai postulé pour une bourse américaine et au bout de 2 ans, donc j'ai eu cette bourse américaine qui m'a permis... T'étais forte, parce que moi je me dis, pour avoir une bourse américaine, il faut charbonner, quoi. Faut être fort, faut bien travailler, avoir des bonnes notes. On était 40, j'ai tout simplement suivi une copine en fait qui voulait postuler pour cette bourse et qui m'a demandé de l'accompagner. Et finalement, à la fin de la présentation, elle m'a dit mais pourquoi toi tu postules pas, on sait jamais, tu peux. Et donc du coup je me suis inscrite. On était 40 femmes, ils prenaient une femme et un homme. Okay. Et donc on a tous passé des entretiens et je me suis retrouvée à être la lauréate de cette bourse, ce qui m'a permis de partir en Floride. À l'âge de 21 ans et d'avoir une bourse complète sur un campus, une faculté de droit pour prendre tous les cours que je souhaitais prendre. Et donc j'ai pris des cours de littérature anglo-américaine, j'ai pris des cours d'histoire de l'art, j'ai pris des cours d'espagnol et donc j'ai passé une année sur un campus à étudier, à rencontrer beaucoup de monde, à aller à des concerts de musique classique. J'ai fait... la belle vie aux États-Unis, quoi.
et à faire du sport. Et puis ensuite, je suis rentrée en France. Et t'as pas fait le San Francisco avant? Non, pas tout de suite. Je suis rentrée en France. Je suis passée avec ce niveau directement en fait en maîtrise parce que une amie m'avait pris tous les cours aussi de licence. Donc j'ai eu un diplôme de cette université dans la même année et ma licence. Je suis passée directement en maîtrise. J'ai fait cette année de maîtrise et comme j'étais passionnée par l'histoire du cinéma et par l'histoire des droits civiques aux États-Unis, eh bien j'ai fait un mémoire sur ce sujet et ce sujet m'a amené ensuite à nouveau vers les États-Unis, mais sur la côte californienne, parce que j'ai eu des profs qui croyaient beaucoup en moi et en fait qui m'ont proposé de repostuler pour une bourse à la Commission franco-américaine. Et alors qu'ils étaient en fin de sélection, ils ont accepté mon dossier. Je suis venue à Paris défendre mon dossier. Et à nouveau, je me suis retrouvée, et je suis toujours très émue en fait, en y pensant, parce que à nouveau, je me suis retrouvée en fait lauréate de cette bourse américaine qui m'a permis en fait de partir à San Francisco, d'étudier dans un collège de femmes à Auckland, de travailler pour le département de français et où j'ai passé à nouveau une année, donc à la fois en travaillant et en prenant aussi des cours dans cette université à Mills College à Auckland. Et puis au terme d'une année, j'ai eu envie de reprendre des études, de faire un master's degree, et donc j'ai postulé à San Francisco State University au département médias et cinéma, et j'ai passé 2 ans là-bas à suivre des cours de cinéma, d'histoire du cinéma, de production, tout en travaillant, en enseignant l'anglais au consulat de France de San Francisco, le français à l'Alliance française. La quantité de choses qui se passent en même temps, elle est folle. Exactement. Et donc, en fait, moi, du coup, ce qui me choque toujours, c'est que tu fais tout ça et t'arrives en France et tu vas être du coup chargé de mission aux affaires internationales au Conseil régional d'Île-de-France. Ouais, Comment d'un coup tu te passes du coq à l'âne comme ça? Comment est-ce que tu te retrouves J'ai 27 ans, donc j'ai tous ces diplômes, 4 ans de vie aux États-Unis, un diplôme français, un diplôme américain, et je me dis, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'avais la possibilité de rester travailler aux États-Unis, et je fais le choix de rentrer à Paris, de m'installer à Paris en me disant il faut au moins que je démarre ma vie professionnelle à Paris et ensuite je retournerai aux États-Unis. Et tu te dis pas du coup je vais faire un truc dans la production comme... Et donc je rentre en me disant je vais travailler dans le cinéma mais je ne connais personne dans le cinéma. En France, enfin le monde du cinéma de manière générale, j'imagine que c'est assez beaucoup de contacts. Exactement. Donc j'arrive et en fait j'ai un ami qui me parle d'un poste qui se crée à la région Île-de-France comme chargé de mission aux affaires internationales. Et j'obtiens dans la semaine qui suit mon retour en France un rendez-vous avec cette femme qui me reçoit un vendredi. Et à l'issue de cet entretien, elle me demande quand est-ce que je veux commencer et je lui dis tout de suite. Wow. Et, donc là, on se donne rendez-vous le lundi. Et donc, je démarre ma vie professionnelle en France, une semaine après être rentrée à Paris, alors que je ne connaissais personne. Moi, j'ai su dans ma vie saisir les opportunités. J'ai eu un peu de chance aussi. Cette opportunité d'avoir croisé cette femme qui était la directrice des affaires internationales de la région, qui s'appelle Chiara Corazza, que je vois toujours, que je côtoie toujours. Okay, donc amitié. Voilà, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a appris le métier de la communication, des affaires internationales et qui m'a fait découvrir ce qu'était une partie des pouvoirs publics et surtout le fonctionnement d'une collectivité comme le Conseil régional. Ça, c'est intéressant. On va en reparler après parce qu'aujourd'hui, tu travailles plus dans le public. Tu as ta propre entreprise, donc on fait un petit bond dans le temps. Aujourd'hui, que fait Nora Barsali? Aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors aujourd'hui, j'ai une petite agence en fait de conseil en communication et en responsabilité sociétale des entreprises. Je travaille pour le privé, pour des entreprises, des grandes entreprises, des petites entreprises, mais je travaille aussi
avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire que ce que j'ai appris au fil de mes premières années dans le public, eh bien, m'a été très utile. Et aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir quand même comprendre comment fonctionne une collectivité, comment fonctionne un ministère, une administration, un cabinet ministériel, puisque j'ai eu aussi la chance de travailler avec 2 ministres dans 2 cabinets ministériels différents, dans 2 gouvernements différents, et d'exercer mon métier de communicante, au cœur du réacteur quand même de l'État et des pouvoirs publics, un cabinet ministériel. Et donc aujourd'hui, tu fais du conseil dans la RSE. Ça correspond à quoi? À quoi ressemble une journée dans ta peau? Est-ce que tu te lèves déjà le matin à la même heure? Parce que, alors, il faut savoir que on reçoit des mails de Nora à 1h du matin parce qu'elle travaille beaucoup, elle travaille jusque tard le soir. Donc, déjà, comment tu gères tes journées? Et concrètement, les tâches, toi, que tu fais dans ta journée, ça ressemble à quoi? Alors, assez paradoxalement, c'est vrai que je travaille sur l'équilibre des temps de vie et la qualité de vie. Je suis pas un bon exemple dans le sens où je travaille beaucoup. Je travaille en général 10 heures par jour. Mais le soir, il m'arrive de retravailler à 21h30, 22h jusqu'à minuit pour finir ce que j'ai pas pu faire. En revanche, je ne travaille pas le week-end. Mais c'est vrai que je travaille... C'est une règle que tu t'es donnée pour toi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup et ça me semble être l'un des apprentissages de la vie. C'est-à-dire que je pense que pour atteindre ses objectifs ou pour atteindre ses rêves, il faut travailler, il faut faire des efforts et que c'est quand même l'une des clés de la réussite, et on place la réussite là où on veut, et l'une des clés aussi de l'épanouissement personnel. Et donc concrètement, au quotidien, c'est quoi les tâches que tu exécutes ? C'est déjà de participer à un certain nombre de rendez-vous, soit en présentiel avec des clients ou des prospects, soit en visio. Et donc, tu veux leur conseiller quoi aux clients ? C'est souvent sur des problématiques de communication, de formation autour des enjeux de RSE, responsabiliser. Alors, on l'a pas défini. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la RSE, est-ce que tu peux définir ce que c'est ? Quels sont les enjeux majeurs de la RSE ? Alors, la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est aujourd'hui un peu un cadre réglementaire qui oblige les entreprises à mener un certain nombre de mesures en matière de responsabilité vis-à-vis de leurs salariés qu'elles recrutent, qu'elles font travailler, responsabilité vis-à-vis par exemple de l'impact de leur activité sur l'environnement. Des entreprises polluent, donc elles doivent prendre en compte leur impact et trouver des solutions pour réduire, par exemple, leur impact sur l'environnement. Vis-à-vis de leurs salariés, c'est de faire en sorte qu'elles respectent le droit, de faire en sorte que leur entreprise soit plus inclusive, soit à l'image de la diversité de la société française. C'est de favoriser l'équilibre de vie, la qualité de vie aussi au travail, faire en sorte qu'on ait des conditions de travail qui soient favorables à l'épanouissement. C'est tout cela la responsabilité. C'est aussi la responsabilité vis-à-vis de ses clients finaux. Il y a des entreprises évidemment qui ont des clients, des bénéficiaires. Vous êtes une société de téléphonie, eh bien vous avez de la responsabilité vis-à-vis de vos salariés, vis-à-vis des fournisseurs qui vous fournissent tout le matériel, et puis vos clients finaux, eh bien ce sont les citoyens qui utilisent vos appareils, qui achètent vos services téléphoniques et autres, et donc ou internet. Et donc vous devez aussi, toi aussi là-dessus. Bien sûr, et vous devez aussi en tant qu'entreprise vous soucier en fait de votre impact sur vos clients finaux qui achètent en fait vos produits ou vos services. Et puis tout cela est encadré, vous devez rendre des comptes chaque année, produire un rapport d'activité de la façon dont vous avez assumé cette responsabilité, la façon dont vous impactez, et si vous impactez négativement la société, eh bien vous devez aujourd'hui dire comment
est-ce que vous allez régler cet impact négatif? Et donc ça, c'est obligatoire pour toutes les entreprises? C'est obligatoire pour des entreprises qui ont un certain nombre de salariés, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de petites entreprises qui ont 15, 20 salariés, même des start-up qui démarrent et qui, dès le début de leur entreprise, se posent la question de leurs responsabilités. Et on le voit notamment avec les jeunes générations qui se sentent de plus en plus concernées par le cadre de vie, par la qualité de vie, par l'équilibre des temps de vie, par l'environnement, par le réchauffement climatique. On voit par exemple de jeunes start-upers et start-upeuses avoir déjà une politique de RSE, responsabilité sociétale. Alors, on n'en a pas trop encore parlé, mais je pense que c'est un des gros enjeux de la RSE. Tu me dis si je me trompe, c'est aussi la responsabilité vis-à-vis de l'environnement. De mes devoirs que j'ai faits te concernant, il y a 2 sujets majeurs sur lesquels tu travailles, donc l'environnement, RSE, j'associe un peu les deux. Bon, en vrai, c'est un peu tout lié à la RSE, mais environnement et aussi, tu luttes beaucoup contre les discriminations. En particulier sur ce sujet-là, toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ok, c'est un combat que je veux mener parmi les milliards de combats possibles sur cette planète ». Pourquoi est-ce que tu t'es dit « Je veux lutter contre les discriminations » ? Oui, c'est à la fois lutter contre les discriminations et travailler sur la question de l'égalité et de l'égalité des chances. Quand on a grandi à Drancy, dans une banlieue, on ressent quand même certaines inégalités, et qu'on arrive ensuite sur le marché sur le marché du travail. Alors même si moi j'ai eu un emploi tout de suite et j'ai fait ma place, etc. D'abord, il m'est arrivé de voir des situations un peu discriminante notamment vis-à-vis des femmes. Est-ce que tu as un exemple ou une anecdote ? D'abord, quand vous vous retrouvez quand même dans des réunions où vous êtes la seule jeune femme, quand vous êtes dans tous les postes que vous occupez dans l'équipe, la seule femme aussi, avec une origine non européenne, vous vous posez des questions quand même sur les méthodes de recrutement des entreprises dans lesquelles ou des organisations privées et publiques dans lesquelles vous travaillez. Et moi, je suis heureuse parce que j'ai obtenu mes emplois et mes jobs à chaque fois que j'ai postulé en fait pour ces emplois. Mais à chaque fois, j'étais la seule femme et la seule femme avec une origine dans ces postes-là. On m'avait d'ailleurs fait remarquer que j'étais la première femme à ce poste lorsque je me suis retrouvée au cabinet du président de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie. Lorsque j'étais aussi à la région, j'étais j'étais la seule. Et puis même en cabinet ministériel. Et donc ça pose la question en fait des méthodes de recrutement, de l'ouverture, des biais probablement des recrutements. Et donc, ça pose aussi la question pour tous ces jeunes qui vont devoir se battre, qu'il faut être préparé et qu'il faut être très compétitif quand on arrive sur le marché du travail. Alors, ça vaut pour les femmes, ça vaut pour les gens qui sont issus de minorités, et puis ça vaut aussi pour la question de l'origine sociale. Parce que ça vaut pour des gens, par exemple, qui sont issus de milieux ruraux, de familles ouvrières, et qui arrivent dans des grandes villes, qui postulent pour des postes et qui sont en concurrence avec des gens qui sont bien nés, qui sont issus de classes sociales très favorisées, qui ont des parents qui ont un réseau important, dont ils ont bénéficié, qui ont fait les meilleures écoles. Il y a quand même beaucoup de personnes et de jeunes en France qui vont dans le public, sont sans réseau, ont dû travailler pour se payer leurs études, donc n'ont pas non plus toujours les meilleures notes, etc. Je reviens donc sur le sujet un peu de tout à l'heure. Tu as travaillé à la fois dans le public au départ et dans le privé. Est-ce que tu dirais que c'est une expérience qui t'a enrichi, qui t'a appris des choses ? Si oui, qu'est-ce que ça t'a appris ? C'est très important de changer d'environnement de travail assez régulièrement, mais enfin, il faut quand même passer
quelques années dans ces postes et dans ces emplois. C'est moi qui te demande pardon. Tu es plutôt dans l'équipe de changer de travail régulièrement, parce que tu m'as dit que tu changeais de travail plus ou moins tous les 3 ans, en fait, quand tu étais salarié. Il y a des gens qui optent plutôt le chemin de garder le même travail ou forcément de rester dans la même entreprise. Toi, comment tu te situes? Et s'il y a un conseil que tu peux donner par rapport à ça, à travers ton expérience, ce serait quoi? D'abord, je pense que c'est important de diversifier les expériences professionnelles lorsqu'on a fait le tour d'une fonction et d'une organisation. Le minimum, c'est quand même de rester 2 à 3 ans dans ces fonctions pour pouvoir faire le tour du poste et de pouvoir bien monter en compétences. Mais il faut diversifier ces expériences professionnelles. Il faut savoir ce que c'est que le secteur public, mais ensuite aussi oser aller vers le privé, connaître aussi le monde associatif. Tout ça fait la richesse en fait d'un parcours professionnel. Je pense que dans la vie, il ne faut rien s'interdire. Ce qui est important, c'est de continuer à progresser, de continuer à monter en compétences, d'apprendre. Il n'y a pas de saut métier, tout est intéressant. Ce qui est important, c'est de monter en compétences, de rencontrer un maximum de personnes et de s'enrichir en fait des différentes expériences professionnelles. Et alors, au fur et à mesure, quand tu as changé de poste, par exemple, est-ce que tu t'es retrouvé dans d'autres situations similaires comme avec Sciences Po où on te dit « Ok, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, tu vas jamais rentrer là » ou on t'a fermé des portes? Je me suis retrouvée dans des situations professionnelles où je sentais qu'on n'allait pas pouvoir me proposer ce à quoi je pouvais aspirer. Tu as un exemple concret de ça? Non, mais on sent les choses, c'est-à-dire que vous voyez arriver dans des postes des gens qui sont placés, des gens qui sont moins méritants, des personnes qui n'ont pas fait les études que vous avez faites et qui arrivent à des postes. Et donc, ça avait le don de m'exaspérer. Ouais, tu m'étonnes. Parce que moi, je me suis battue, j'ai beaucoup travaillé. Je crois en l'égalité des chances et aux valeurs que m'a transmis la France. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour pouvoir continuer ma trajectoire, m'épanouir, apprendre et avoir un poste à la hauteur de mes aspirations et de mes compétences. Parce que du coup, quand tu te retrouves dans cette situation-là où tu te dis « Ok, ambiance pas super, je vois que je vais probablement devoir redoubler d'efforts pour continuer ma trajectoire », toi, pour continuer cette trajectoire-là, c'est quoi la stratégie que tu mets en place quand tu vois d'autres personnes qui semblent moins méritantes? D'abord, c'est de continuer à beaucoup travailler et puis d'anticiper. En fait, il faut avoir un temps d'avance. Premièrement, donc savoir ce qu'on va faire après. Et par ailleurs, pour s'enrichir, il y a un moment donné, il faut oser changer de poste. Et puisqu'on vous met un plafond de verre, soit parce que vous êtes une femme, soit parce que vous n'appartenez pas à la classe sociale qui va bien, eh bien, il faut oser en fait déjà demander. Oser demander des augmentations, oser demander des formations. Ça, c'est vraiment des conseils que je donne aux femmes tout au long de leur vie. Et puis, il faut oser partir de son emploi pour aller chercher mieux ailleurs. Moi, j'ai considéré qu'au bout de 3 ans, j'avais fait le tour des postes ou des environnements de travail. Et donc, pour pouvoir sortir du poste où on allait m'enfermer, eh bien, j'ai fait le choix en fait de diversifier
mes environnements de travail et donc et mes postes. Aussi. Et c'est ce qui m'a permis à chaque fois d'améliorer ma fonction, mon titre, mon niveau de responsabilité, ma rémunération. C'est aussi en changeant de poste. Et donc, c'est aussi une façon de contourner en fait les obstacles auxquels vous vous heurtez. Parfois, voilà, vous avez affaire au plafond de verre en tant que femme. Parfois, c'est l'origine sociale. Ouais, donc comment briser le plafond de verre, redoubler d'efforts, oser demander une augmentation ou pas hésiter à partir si jamais l'environnement ne correspond pas. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et la vie professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille et elle ne le sera pas pour la génération à venir, d'autant que on doit aujourd'hui se former en permanence aux nouvelles technologies, aussi parce qu'il y a beaucoup de réglementation dans nos métiers, beaucoup de reporting. Donc la vie professionnelle est assez difficile, mais ce qui va faire en fait votre particularité, ce qui va faire de vous quelqu'un d'à part et ce qui va faire votre réussite, c'est de continuer à oser, de continuer à vous lancer des défis et puis de contourner ces obstacles. Est-ce que toi, tu as un exemple d'un jour, un projet ou une action que tu voulais mener et justement on t'a dit non, c'est pas possible? Moi, quand je suis rentrée en cabinet ministériel, j'étais dans un ministère de la promotion de l'égalité des chances. Et donc, c'était dans le gouvernement Dominique de Villepin et j'étais ravie de pouvoir travailler enfin sur ces questions d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations. On s'est pris de plein fouet les émeutes de banlieue, les émeutes de 2005, qui avaient été particulièrement violentes et je me souviens des médias du monde entier s'étaient postés dans nos banlieues et venaient à Paris pour comprendre ce qui se passait, pourquoi nos banlieues brûlaient. Alors évidemment, ce phénomène, moi, je l'ai vécu à l'intérieur de la machine, puisque j'étais conseillère en communication et presse. En cabinet ministériel et je recevais 50 appels de médias par jour qui voulaient faire des interviews, comprendre ce qui se passait, etc., etc. Alors une fois qu'on a eu traité cette situation de crise, j'ai proposé au ministère et à mon ministre qu'on fasse le premier programme court, campagne de télévision sur les discriminations en France et qu'on explique ce qu'était une discrimination et qu'on fasse parler des personnalités qui soit étaient engagées dans la lutte contre les discriminations dans notre pays, soit qui avaient vécu eux-mêmes peut-être des situations de discrimination. Et donc j'ai travaillé sur un projet et je me souviens qu'à l'époque, alors qu'on sortait de ces émeutes de banlieue, on me disait non mais la diversité, on en a ras-le-bol, ça suffit, ou alors on remettait en question le fait qu'il y avait des discriminations dans notre pays, en oubliant les émeutes qui venaient de se dérouler. Et donc, je me trouvais presque en porte-à-faux, en fait, en étant conseillère pour la communication et la presse dans ce ministère et je me suis dit, j'ai vraiment insisté auprès du ministère pour qu'on lance cette campagne qui permettrait d'aborder ces questions et une campagne grand public en télévision de la même nature que les campagnes aujourd'hui sur les violences sexistes et sexuelles en télévision. Et donc, ça m'a été refusé. Ils t'ont dit quoi pour refuser? On m'a dit non, c'est un petit projet et ça mange pas de pain et on voit pas comment on fera les choses, donc non. Et donc on m'a refusé ce projet et je me suis fait un point d'honneur en fait. D'abord j'ai dit à cette époque au ministère, lorsque je sortirai de cette fonction et de ce ministère, je mènerai ce projet dont vous n'avez pas voulu, et c'est ce que j'ai fait.
lorsque j'ai quitté mes fonctions, immédiatement, j'ai rencontré un journaliste qui s'intéressait à ces questions-là. J'ai monté une société de production. Il avait lui-même une société de production et nous avons lancé le premier programme court télé de lutte contre les discriminations qui s'appelait Ensemble pour la diversité et pour lequel on a fait intervenir des personnalités du monde artistique, cinématographique ou du monde sportif. Alors du coup, je pense que ça me permet de faire une bonne transition. Tu m'as parlé de Gisèle Halimi. Tu l'as rencontrée? Oui, tout à fait. Et ça me permet de transitionner sur tes deux petits objets fétiches que tu nous as ramenés. Tu nous en as ramené deux. Un premier qui est un livre ici de Simone de Beauvoir. Comme ça tout le monde le voit. Génial. C'est le premier. Et le second, il est juste là. Est-ce que tu veux le prendre? Qui est... Peut-être montre-le à la caméra pour qu'on le voit bien. Et du coup, alors est-ce que tu peux nous décrire la scène? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, tout ça, c'est en lien déjà avec mes combats que je ressens depuis que je suis jeune. C'est la défense des droits, c'est l'égalité femmes-hommes. J'ai été élevée dans une famille où vraiment mes parents, mon père et ma mère ont vraiment tenu à ce que je fasse des études et à ce que j'ai une vie professionnelle indépendante. Et puis très très jeune, j'ai été sensibilisée sur finalement sur les femmes et sur le droit des femmes. Et donc mon séjour aux États-Unis m'a aussi permis de me rendre compte à quel point, en France, je trouve qu'on a encore des combats à mener. Comme vous le savez, tous les mois, des femmes meurent sous les coups de leurs conjoints très souvent. Et donc, lorsque je suis rentrée des États-Unis, j'ai tout lu de Simone de Beauvoir. J'ai lu tous ses ouvrages. Et de cette lecture, je suis rentrée dans l'association Choisir la cause des femmes, qui a été fondée par Gisèle Halimi et par Simone de Beauvoir. Et je suis rentrée dans cette association et j'ai côtoyé Gisèle Halimi pendant des années pour m'investir dans l'association. On rédigeait des tribunes, on montait des colloques, et donc j'avais noué une relation, je dirais, filiale, amicale avec Gisèle Halimi. Donc c'était dans les années 97, 98, 2000. Et puis je l'accompagnais souvent sur des événements, dans des ambassades où il y avait des rencontres, des soirées. Et là, nous sommes dans une ambassade et donc je l'accompagnais. Elle me prenait souvent et elle me proposait souvent de l'accompagner. Incroyable. Merci beaucoup de nous partager tout ça. On a pas mal discuté de ton histoire. Maintenant, ce qui va être super intéressant pour nous, ça va être qu'on tire des leçons de tout ça et que tu puisses conseiller les personnes qui regardent cette émission-là et notamment les femmes qui veulent entreprendre la carrière de leurs rêves. Si tu pouvais donner un conseil à une jeune fille qui ne veut pas ou a peur d'entreprendre la carrière de ses rêves, peu importe ce que c'est, à cause de la peur du regard des autres ou de la pression sociale, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que je sais que toi, c'est quelque chose par lequel tu as été touché, qu'on te dit c'est pas possible, tu n'es pas assez, tu vas pas y arriver, personne ne voudra de toi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette jeune fille? Moi, j'ai envie de dire aux jeunes générations qui sont en train de réfléchir à ce qu'elles vont faire demain comme métier, quelle filière elles vont suivre, qu'il faut qu'elles aient des rêves. Et qu'il faut qu'elles se donnent les moyens d'atteindre ces rêves. Et pour cela, le travail est essentiel. Donc le premier conseil, c'est vraiment de travailler, d'être curieux, de se cultiver et de se donner les moyens de ses rêves. L'autre conseil, c'est de ne rien s'interdire. Donc ça veut dire oser.
oser intégrer une école, même si on vous l'interdit, oser suivre une filière, même si vous pensez que le métier est surtout occupé par des hommes, oser intégrer les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle parce que ce secteur a vraiment besoin de femmes. Dans tout ça, comment est-ce que tu gères la vie professionnelle et la vie personnelle? Alors, comment est-ce que je gère l'équilibre de la vie personnelle et de ma vie professionnelle? On apprend avec le temps. Plus jeune, je dois dire que j'ai été plutôt un mauvais exemple car j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi sur ma vie professionnelle jusqu'à me retrouver à 40 ans sans famille. Et pour moi, ça a été un déclic. Ça a été l'anniversaire de tes 40 ans, tu t'es dit c'est génial, j'ai 40 ans, mais je me retrouve face à cette réalité. Exactement. Tu avais un homme dans ta vie à ce moment-là? Non, j'étais célibataire et je me suis retournée en fait sur ma vie à 40 ans. J'ai démissionné du cabinet ministériel où j'étais et je me suis dit, je vais changer de vie. Il y a une dernière chose que j'ai pas mentionnée. Il me semble que là, ce que tu as là, c'est la médaille de... Bah oui, je l'ai pas mentionné. Est-ce que tu peux nous raconter en quel honneur, qu'est-ce que tu as fait, à quelle occasion? J'ai eu effectivement en 2013, j'ai eu la chance 2013, j'ai reçu ce fameux courrier qui me m'annonçait que je recevais l'Ordre national du mérite. Alors, 2013, j'avais travaillé dans plusieurs cabinets ministériels. J'avais écrit un livre qui s'appelle Génération Beurre, français à part entière. J'avais sorti un livre, Le kit de survie pour créer son entreprise. J'avais sorti plusieurs premiers guides égalité, mixité. Je pense que la nation souhaitait récompenser un travail sur ces questions-là liées à l'égalité des chances et puis aussi un parcours. Encore merci beaucoup Nora pour cette sagesse et tous les conseils que tu nous as donnés. On a une surprise pour toi qui est ce mug Inspirel. Alors, est-ce que c'est aussi honorifique que la médaille que tu as reçue? Peut-être pas, mais ça a le mérite d'être là et tu as le mérite de faire partie du club officiel Inspirel. Encore merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver en format podcast sur les plateformes de streaming, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, Instagram, YouTube et Snapchat et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Inspirel.